Janvier 1949. En pleine guerre froide, un ancien haut fonctionnaire soviétique, passé à l'Ouest 5 ans plus tôt, atterrit sur le sol français. Viktor Kravchenko a pris une suite au Plaza Athénée. Il ne quitte jamais son arme, ne sort pas sans escorte. Depuis la sortie de son autobiographie, le dissident est devenu un auteur à succès. Best-seller international, J'ai choisi la liberté a été traduit en 22 langues. En France, il s'en est vendu 500 000 exemplaires. Dans son livre, Kravchenko raconte pourquoi il a choisi la liberté. Comment en 1944, en mission à Washington pour le compte du gouvernement soviétique, il quitte son poste et se place sous la protection des autorités américaines. Mais surtout, il décrit la terreur stalinienne, les horreurs de la collectivisation, l'enfer de ces camps soviétiques qu'on n'appelle pas encore goulag. Dans la France de l'après-guerre, le Parti communiste est puissant. Ce livre est intolérable, il attaque aussitôt. Sur le ton de l'injure, l'hebdomadaire communiste Les Lettres françaises publie les révélations d'un certain Sim Thomas. De sources sûres, le journaliste affirme que Kravchenko est un traître, un affabulateur, doublé d'un ivrogne, qu'il n'a pas écrit son livre et qu'il est manipulé par les services secrets américains. Kravchenko contre-attaque. Il porte plainte en diffamation contre les Lettres françaises avec l'intention de frapper fort. I am assure my friends and all my readers that I will do my best with their moral help in order to show to the truth during the trial and show to the world public opinion the horrors of the Soviet reality and the activity of its agents. I will fight at this trial with all my friends for yours and our freedom. C'est pas du tout un petit procès, c'est un procès où les deux comtés sont engagés. Les deux grandes puissances. Hein? Ça se joue à Paris parce que, Paris est la scène de théâtre où ça se joue. Mais il est évident qu'il y a déjà tous les moyens de la guerre froide qui sont là en œuvre. N'oublions pas qu'en 1948, c'est le blocus de Berlin par les soviétiques et la décision pour les Américains et leurs alliés d'approvisionner Berlin par une noria d'avions, n'est-ce pas, qui arrive. 1948, c'est le coup de Prague. Donc en Tchécoslovaquie, les communistes prennent le pouvoir. En France, c'est encore les grandes grèves du mois d'octobre-novembre, grève des mineurs, soutenues par le Parti communiste et le gouvernement qui dénonce la main de Moscou dans ces grèves. À l'Assemblée nationale, il y a des échanges d'une dureté, d'une violence dont on n'a pas idée. Je ne dirais pas qu'on est à la veille d'une guerre civile, mais en tout cas, dans les têtes, il y a cette constitution de deux blocs. Donc, vous voyez, nous sommes là dans un contexte à la fois national et international qui explique aussi l'importance du procès Kravchenko. À Paris, l'auteur de J'ai choisi la liberté, accusé par M. Claude Morgan, directeur d'un hebdomadaire littéraire de mensonges et d'imposture, ouvre le grand procès de l'année. Kravchenko, qu'on voit ici se rendant avec son avocat au palais de justice, aborde avec fougue ces débats retentissants. La presse filmée n'a pas été autorisée à tourner les audiences qui promettent d'être animées. À ses adversaires qui l'accusent... Kravchenko had always planned to bring the communists, that is the Soviet communists, into court. The French attack on him in Les Lettres Françaises was the opportunity that he had been waiting for. This is a fantastic idea that only a megalomaniac could conceive. I think he was ebullient. He was full of himself. He was going to take on the French Communist Party. He said, I'm going to cause more hell for the communists than they ever believed possible.
Now, that's the character that he had. Sim Thomas, l'auteur de l'article diffamatoire, n'est pas là. C'est donc Claude Morgan, rédacteur en chef des Lettres françaises, qui doit répondre de la diffamation. Il partage le banc des accusés avec un de ses collègues, André Wurmser, lui-même auteur d'une série d'articles virulents contre l'auteur de « J'ai choisi la liberté ». C'est l'honneur des Lettres françaises, né pendant la clandestinité et le combat contre le nazisme, de défendre notre indépendance nationale et la paix dans le procès cause intenté à des écrivains de la résistance, un homme qui déserta la cause des Alliés et ceux qui, derrière lui, veulent entraîner notre pays dans la guerre qu'il prépare. Le peuple français n'a pas de leçon de liberté à recevoir de tels gens. Il y a parmi les journalistes du monde entier qui couvrent le procès une femme anonyme qui deviendra un écrivain mondialement connu 40 ans plus tard. Nina Berberova est alors une immigrée russe qui couvre le procès pour un petit hebdomadaire d'exilés paraissant à Paris. Sous sa plume, le lecteur est propulsé dans le tumulte des audiences. Une heure de gloire pour La pensée russe, dont le rythme de parution doublera pendant le procès. 24 janvier 1949. Premier jour. La 10e chambre correctionnelle du tribunal de la Seine n'a jamais vu un tel afflux de public. À 13h, tous les bancs sont occupés. Il y a là les journalistes, français et étrangers, les avocats, le public, les photographes, les dessinateurs. Un lumineux soleil d'hiver darde ses rayons dans les hautes fenêtres. Ici, dans la salle, les flashs au magnésium crépitent, les appareils cliquettent. Une chaîne de gendarmes vérifie les laissez-passer. Kravchenko vient d'être salué par des applaudissements dans l'escalier. Heureusement que j'avais ma carte de presse, en quoi je ne serais jamais entré, parce qu'il y avait 3 fois plus de monde que la salle ne pouvait en contenir. Il y avait une quantité énorme de gens debout. À 13h45, le président Durkheim et ses juges prennent leur place. D'un côté, Kravchenko, son interprète personnel et ses 2 avocats, maître Georges Izard et maître Gilbert Heisman. De l'autre, messieurs André Wurmser, Claude Morgan, leur interprète et leurs 4 avocats, maître Joé Nordman, maître Blumel, maître Matarazzo et maître Bruguier. On procède à l'appel des témoins. Le premier groupe est composé de personnalités françaises, censées soutenir par leur prestige la publication communiste. Parmi eux, Frédéric Joliot-Curie, Vercors, Fernand Grenier, Louis-Martin Chauffier. Ils étaient des éléments de cette aura communiste, intellectuelle, artistique. Songez que c'est juste après la guerre que Picasso entre au Parti communiste. Alors Joliot-Curie, qui est un des grands savants, est au Parti communiste. Tout cela donne effectivement, renforce le Parti communiste dans son prestige. Des gens qui, à la fois parce qu'ils avaient été des acteurs très importants dans la résistance, Vercors avait fondé les éditions de Minuit. C'est-à-dire c'était des gens qui avaient joué un rôle qui était des cautions morales. Après avoir fait prêter serment aux témoins, le président donne lecture des articles de Wurmser et de son collaborateur Sim Thomas, parus dans les Lettres françaises. Comme nous le savons, on y accuse Kravchenko de ne pas avoir écrit son livre lui-même. Deuxièmement, d'être immoral, ivrogne, traître à sa patrie et d'avoir été acheté par les services secrets américains. Enfin, tout le livre ne serait qu'un tissu de mensonges. Le président. Je vous préviens, messieurs, que d'après les termes de la loi, ce n'est pas M. Kravchenko qui doit prouver que son livre dit vrai, c'est vous qui devez prouver qu'il ment. J'ai même lu le livre très tôt, enfin, dès qu'il est sorti en français. J'ai lu ça et je me suis dit, mais enfin, c'est absolument écœurant. Cet homme qui a été diplomate soviétique, qui a défendu l'Union soviétique, était visiblement un agent américain. Pour moi, c'était un traître.
ça n'est pas un livre politique, c'est un livre sociologique autant que politique, qui décrit comment on vit là-bas, et qui décrit sous le signe du jeu, parce qu'il a des responsabilités, parce que, encore une fois, ce sont ses amis, ce sont des proches, ce sont des amis, ce sont des gens qu'il connaît qui sont exécutés. Donc, disons, l'intellectuel progressiste de type français, ce livre, c'est un traître. Ce qui est très drôle, d'ailleurs. Pourquoi est-ce un traître? C'est pas seulement qu'il trahit le communisme, c'est un traître à sa patrie. Un sourire nerveux déforme la figure cireuse d'André Wurmser lorsque le président lui donne la parole. Il était de mon devoir de journaliste, de résistant et de français, déclare Wurmser, de lire le roman de Kravchenko. J'affirme qu'il n'est pas l'auteur de son livre américain. Kravchenko, c'est Doriot, s'exclame Wurmser. Il est l'ennemi de son pays et donc du nôtre. Tout anticommuniste est un anti-français. À ces mots, Maître Izard, avocat de Kravchenko, bondit et lève les bras au ciel. Le président essaye de rétablir l'ordre. Rumeur dans le public. Dire que attaquer le Parti communiste, c'est attaquer la France, c'est dans cette idée-là. Ils se prennent véritablement pour les artisans de la libération du territoire. Alors, bien sûr, c'est tout à fait exagéré. Il n'y avait pas que dans la résistance, mais enfin, c'est un de leurs refrains, indiscutablement, après la guerre. Le parti de la patrie, le parti des fusillés, justement. Le grand mythe des 75 000 fusillés était là pour rehausser, justement, pour donner à ce parti une image héroïque. La peur de passer pour anticommuniste faisait paralyser. C'est comme pour beaucoup de gens aujourd'hui, s'ils critiquent Israël, on leur dit « vous êtes antisémite ». À ce moment-là, ils ont très peur, et puis ils n'osent pas publiquement dire leur point de vue. Donc, si vous voulez, il faut penser qu'après la guerre, le Parti communiste était auréolé par les victoires de l'Union soviétique. C'est au tour de Fernand Grenier, député et membre important du Parti communiste, de venir se placer au milieu de la salle. Grenier a fait 2 voyages en Russie, en 1933 et en 1936. Il y a vu tout autre chose que Kravchenko. Des paysans bien nourris, des kolkhosiens joyeux, des paroissiens priant avec ferveur dans une église rénovée où officiait un prêtre qui avait l'air content. Il a vu une vie heureuse et riche. Même si les poulets ne tombaient pas rôtis dans le bec, remarque-t-il. — 23 000 чайных и столовых имеет в селах потребкооперация. Alors, je suis allée la première fois en Union soviétique en 1949 avec une délégation de chez Renault. On nous a montré que des choses extrêmement bien. Des hôpitaux modèles, des écoles modèles, les meilleurs travailleurs, les assemblées, les écrivains qui venaient, et ça c'est vrai, lire leurs vers dans la salle des machines. Ça, c'est vrai depuis Mayakovsky, hein, et ça continuait. Et moi, ça m'a beaucoup impressionné parce que je ne me voyais pas du tout lisant, je ne faisais pas de vers, mais lisant un poème dans la salle de machine de Renault. Vous n'aviez pas en Union soviétique en disant je vais prendre mon billet à Aéroflot. Il fallait être invité. C'était la même chose dans la plupart des démocraties populaires. Les gens y étaient traités fastueusement. Tel écrivain revenait, sa femme avait un magnifique ventos de fourrure sur le... Non, le degré de corruption était bien installé. Например, через районы, которые были поражены голодом, старались, чтобы поезд просто ночью проехал. Естественно, люди типа Кравченко
инженеры, студенты, сами крестьяне, которые оказались на Западе, они видели совершенно другой Советский Союз. Вот здесь столкнулись на этом процессе две картины, два образа. Только один из которых был реальным образом. Второй был образом пропагандистским. Jean Baby, membre du Parti communiste, historien, professeur à l'Institut d'études politiques, vient déposer à son tour. Il est un combattant, un résistant. Il a perdu son fils pendant la guerre. Il prétend que Kravchenko n'a pas pu écrire son livre parce qu'on y sent un esprit qui n'a rien de russe. Le président: mais vous lisez le russe? Baby: non, mais j'ai lu les auteurs russes en traduction. Rire dans la salle. Baby: c'est un Américain qui a écrit « J'ai choisi la liberté ». Toutes les femmes y sont belles. On se croirait à Hollywood. Avant de laisser partir le témoin, Maître Nordman demande à Kravchenko si Elena, un des personnages du livre, a été, oui ou non, sa maîtresse. À la page temps, il semblerait que oui. À la page temps, il semblerait que non. Kravchenko bondit. Il est pâle, concentré. Il crie presque. Pourquoi est-ce que quand je vous attaque, vous vous servez de la résistance pour vous défendre en déversant sur moi des monceaux d'ordures? Oui ou non, ma maîtresse? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Elle était une victime. C'est de sa vie qu'elle a payé pour tout. Ça, vous ne le dites pas, mais ça aussi, c'est pourtant dit dans le livre. Vous êtes une bande de cyniques. Pourtant, le monde entier connaît vos crimes sordides. Ne faites donc pas une farce de ce procès. La grande réussite, on peut dire, de Staline, Staline qui a réussi à éliminer peu à peu tous ceux qui étaient autour de lui, qui était le grand état-major communiste, la grande réussite, c'est d'avoir créé une société qui n'est pas seulement terrorisée, mais où chacun court le risque de perdre son travail, son honneur, sa vie, et qui, pour se sauver, va dénoncer celui précisément qu'on vise à un moment donné. Staline tire bénéfice en ceci qu'il est, pour ainsi dire, le seul point fixe. Hein? Tout le monde, y compris les plus haut placés, peuvent être, à un moment donné, dénoncés, humiliés et exterminés, et le seul qui reste toujours au-dessus, c'est Staline. Voilà. L'avocat des lettres françaises, Joe Nordman, souhaite poser quelques questions à Kravchenko. Nordman: je voudrais savoir qui Kravchenko a rencontré entre le moment où il a quitté l'ambassade soviétique à Washington et celui où il a accordé son interview au New York Herald, c'est-à-dire 2 jours plus tard. Qui a servi d'intermédiaire entre les journalistes et lui? Tout a été organisé en 48 heures. Cela prouve bien que la police secrète américaine était au courant. Kravchenko: la police américaine n'avait rien à faire de moi. Mais la police soviétique, elle, a très vite commencé à me suivre de près. В этом плане то, чего боялся Кравченко, совершенно понятно. Потому что были примеры так называемых перебежчиков до него, которые либо самостоятельно убегали из Советского Союза, либо их высылали. Такая практика на самом деле была, когда людей таких за ними следили, и иногда их просто уничтожали. Но говоря о случае Кравченко, вот принципиальный вопрос такой. Для того, чтобы обезопасить себя, обеспечить свою безопасность, очень важно было показаться общественному мнению. То есть выступить с интервью, чтобы тебя показали в газетах. Позже это будет речь идти там о радио, телевидении. Это была главная гарантия безопасности. Maître Nordman exige brusquement que Kravchenko se lève devant lui et reste debout pendant qu'il l'interroge. Nordman: je voudrais que vous répondiez à cette question. Qui est Pavel Kedrin? Vous, Kravchenko, connaissez-vous cet homme? Kravchenko, avec un large sourire: oui et non. Je vois que vous vous débrouillez très bien en matière de police. Mais je connais la police soviétique mieux que Maître Nordman. Pourtant, s'il travaille encore quelque temps avec Wurmser, il finira par la connaître parfaitement. Nordman: Pavel Kedrin, c'est vous, le président. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. Nordman: Sim Thomas a écrit que Kravchenko était un agent des services secrets américains. C'est ce que j'ai l'intention de prouver. Kravchenko: vous êtes lamentable. Je suis obligé de changer de nom très souvent à cause de mes ennemis. Sim Thomas est un lâche, sinon il serait venu au procès.
Alors on s'attendait à voir Sim Thomas au procès, évidemment. Il n'est jamais venu. Et en fait, c'était un pseudonyme. Et derrière ce pseudonyme, il y avait André Ullmann. Je n'ai su après que c'était André Ullmann, qui a été un de mes responsables dans la résistance. Parce que dans la résistance, j'étais à la fois communiste et membre d'un mouvement gaulliste. J'étais ce qu'on appelle un sous-marin. Et que André Ullmann était aussi un grand sous-marin, et qu'après, j'ai même subodoré qu'il était lié à un des services secrets soviétiques. Pourquoi? Que moi, j'étais, en 1945, en occupation en Allemagne. J'étais d'abord à l'état-major du général de Lattre, puis après gouvernement militaire. Et un jour que j'étais à Paris, que je repartais en Allemagne, il m'a montré une sorte de liste, une sorte de questionnaire pour pouvoir noter les lieux de stationnement des troupes américaines en Allemagne. Moi, j'étais très étonné de voir ça, et puis je lui ai fait comprendre que c'était pas mon boulot, c'était pas le genre de choses. Who did Ullmann get the package from? I believe Vassily Sukhamlin. He was a correspondent for Le Lettre Français in America, and he was a Soviet agent who had the code name Mars. He wrote up a denunciation of Kravchenko as a drunkard, using the spy reports that had been sent to Moscow by those who were watching Kravchenko in New York. Handed that to Ullmann. Ullmann reworked it. Ullmann plays the role of Sim Thomas. Sim Thomas was fabricated originally in Moscow. « 31 janvier 1949. Le 4e jour du procès a été entièrement consacré à l'audition des témoins de Kravchenko. Avant le début de l'audience, on pouvait voir dans le hall immense du palais de justice les personnes déplacées, arrivées d'Allemagne, qui attendaient. L'une d'elles était sur un brancard. Visage fatigué, manteau râpé, petit fichu. Ils sont de la nouvelle vague de l'immigration, celle qui, comme Kravchenko, a choisi la liberté. Des transfuges. Calmement, d'une façon précise, en allant droit au but, ils ont raconté la famine pendant la collectivisation, les déportations en Sibérie, le pacte germano-soviétique, l'inégalité des classes et les terribles conditions de vie de tout un peuple de bagnards. Olga Marchenko, she told how she was dispossessed of her household. The way they did it was they claimed that any farmer was a kulak, a supposedly rich farmer, but she was not rich. She was pregnant at the time, 8 months pregnant. It was winter. She was thrown out in the snow. The children were clawing at the windows trying to get back in. She lost the baby. She had to go to a neighbor who had not yet been dispossessed. There was no mercy for her. Her story was so compelling that people were sobbing in the courtroom. Judge Durkheim had to cover his face. And yet, the defendants, Morgan and Wurmser and Nordman and all, they persisted in trying to make a Nazi out of her. You see? And she's the one who appears in the caricature, taking the oath with Hitler behind her. This shows how far they were from reality. Голод, который был не только в Украине, он был на Северном Кавказе, он был в Поволжье. Это было, безусловно, следствие политики Сталина, политики коллективизации. Политики, которая проводилась в течение буквально нескольких месяцев, когда крестьян лишали земли, лишали скота, заставляли работать на колхоз, а фактически на государство. Терялась их мотивация нормально работать. В результате урожай падал. Ну,
Кроме того, была еще и засуха. И самое главное, в 1932 году необходимо было вести эту индустриализацию. И все то, что крестьяне собрали, при помощи как будто в гражданскую войну военизированных отрядов у них забирали. То есть люди оставались один на один с собственной судьбой. Считалось, что крестьяне не всегда найдут, что поесть. Как бы ими никто не занимался. Задача номер один для Сталина была вывести хлеб, получить валюту, купить станки. То, что люди страдали и в конце концов миллионы людей погибли, на это не было рассчитано, скажем так. Как это часто бывает в Советском Союзе. Это не был такой целенаправленный геноцид. Now, when he first got the list of witnesses and saw who was coming, he had a loss of heart. He trembled because he knew that he was one man standing against the Kremlin. Venant de Moscou via Prague, Madame Zinaïda Gorlova arrive au Bourget. Épouse divorcée de Viktor Kravchenko, Madame Gorlova a franchi le rideau de fer pour venir témoigner au procès que soutient son ex-mari devant le tribunal correctionnel de Paris. La voyageuse était, semble-t-il, impatiemment attendue. À 17h, Zinaïda Gorlova fait son entrée dans l'atmosphère surchauffée d'une salle bondée. C'est une blonde avenante, âgée de 36 ans, et qui possède, comme on disait jadis, des avantages appréciables qu'elle tient serrés dans un corset. Elle porte une robe noire, son visage est pâle et fermé. Elle se présente comme médecin. J'avais 19 ans quand j'ai rencontré Kravchenko. C'est une période de ma vie dont j'ai honte. Nous nous sommes mariés en 1932. Mes parents étaient contre. Mon père disait que Kravchenko était un Don Juan ignare. Suit un récit mélodramatique. Au début, pour obéir à Kravchenko, elle se fait avorter. Puis, elle a un enfant. Et Kravchenko refuse de payer la pension alimentaire. Il me battait, il cassait la vaisselle, raconte Gorlova d'une voix monotone, comme si elle répétait une leçon. Il était jaloux, il a failli me tuer. Aujourd'hui, je suis libre, et je prie Dieu pour que mon fils ne ressemble pas à son père. Je ne ressens pour Kravchenko que du mépris et du dégoût. Kravchenko se lève, il est blême, bouleversé, il a les yeux brûlants. Kravchenko, ce n'est pas moi qui mens, c'est vous. When she gave her rehearsed testimony defaming him and saying that he was a terrible person, he had to win. And so he referred to her father, who had been purged. Zinaïda had said that he had died naturally. And so she thought she could get away with this. But as it happened, there was another witness, one of the DPs, Boris Udalov, who also knew her story. Je demande au tribunal d'appeler les témoins qui connaissaient Zinaïda Gorlova au temps de notre mariage. Maître Heisman. Connaissez-vous Zinaïda Gorlova? Udalov. Oui, je la connais depuis 1926. Maître Heisman. Que connaissez-vous de son père? Udalov. Il s'est fait arrêter et déporté sans droit de correspondance. Gorlova. Crapule, provocateur. C'est faux. Mon père n'est pas un ennemi du peuple. Udalov. Je ne pense pas du tout qu'un homme déporté par le NKVD soit un ennemi du peuple. Au contraire. Mon père est mort, espèce de provocateur. Nordman. Il a trahi sa femme et sa patrie. Kravchenko. Je garantis à Madame Gorlova tout ce qu'elle voudra jusqu'à la fin de ses jours, mais qu'elle dise pourquoi elle est venue ici. He also tried an emotional appeal, which was very unfair. He knew that their son, Valentin, was back in the Ukraine as a hostage. She had to give that testimony. There was no way that she could not. Nevertheless, he said, I offer you your freedom right now, this very moment. He proposed to her that she could come and defect to him right there. But he knew that she couldn't, see? But she was very shaken. It was an emotional ploy that was very unkind. Afterwards, she broke down at the Soviet embassy and had to be shipped back to the Soviet Union. It was too much strain for her.
15 février 1949, 11e jour. L'apparition de Rudenko en grand uniforme, flanqué d'un aide de camp qu'il refusa de quitter même à la barre, produisit une impression certaine sur le public. Héros de Stalingrad, décoré de plus de 10 médailles, dont 2 ordres de Lénine, général de division, député au Soviet suprême de l'URSS. Avant de commencer ma déposition, déclare d'emblée Rudenko, je voudrais faire part au tribunal de mon sentiment sur cette affaire. Je considère que cet homme, un citoyen dont on ne sait quel pays, est un traître à sa patrie. Il aurait dû répondre devant un tribunal soviétique. Or, on n'a jamais vu dans l'histoire de la justice un homme se présenter comme plaignant dans une affaire où il doit être l'accusé. Rudenko was actually Kravchenko's very superior boss. When Rudenko showed up to denounce Kravchenko as a poor employee and a worthless scoundrel and drunkard and all of those things, Kravchenko had the opportunity to attack his boss. What a great opportunity. And to say that this is a general of the desk. He had never been in warfare. Kravchenko, vous êtes un larbin de la dictature. Rudenko au président. Je vous demande de me protéger des insultes. Le président. Il les dit en russe et je ne les comprends pas. Rudenko. Les 6 et 7 avril 1944, la radio allemande diffusait les déclarations faites par Kravchenko aux journaux américains. Les fascistes disaient que c'était le début de la rupture entre les Alliés. Les nazis incitaient les Russes à prendre exemple sur Kravchenko. C'est ainsi que Kravchenko a aidé les Allemands. Kravchenko. Et vous ne les avez pas aidés en 39-40 ? Qu'est-ce qui compte le plus ? Un article dans la presse ou des tonnes de fer, d'acier ou de fonte ? Le tumulte s'accroît. Maître Nordman s'égosille. Maître Izard exige qu'on laisse parler Kravchenko. Rudenko demande qu'on lui permette de s'en aller. Le président. Je ne peux pas vous retenir de force. Faites ce que vous dicte votre devoir. Rudenko. Je m'en vais. Maître Izard. Regardez, le général s'en va. Il ne veut pas entendre la vérité. Maître Nordman. Je demande pourquoi le procureur garde le silence. On insulte un général. Kravchenko. Vous n'êtes pas seulement un criminel politique. Vous êtes un criminel de droit commun. Président dans un chahut général. Que voulez-vous? Nous ne pouvons rien dire. Il parle russe. N'oubliez pas que c'est tout de même l'URSS, les soldats, enfin les 23 millions de victimes de l'Union soviétique qui ont vaincu Hitler. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Les gens, à ce moment-là, ne l'avaient pas encore oublié. Par la suite, je ne vous dis pas. Mais à ce moment-là, c'était encore très présent. C'était quand même une épopée militaire extraordinaire, non, c'est pas qui avait fait que les soviétiques avaient pris Berlin. Alors donc les sacrifices faits pour cette victoire et que finalement on avait oublié le pacte germano-soviétique et finalement c'est eux qui ont contribué à la libération du monde. On n'avait pas en tête cette chose que Groxman a dit magnifiquement dans son livre « Vie et destin », disant que Stalingrad est la plus grande victoire et la plus grande défaite de l'humanité. La plus grande victoire parce que ça a porté un coup mortel au nazisme. La plus grande défaite, c'est elle a permis à Staline au stalinisme de durer 40 ans de plus. Quand il y a l'anniversaire de Staline, la quantité de cadeaux réunis par le Parti communiste est absolument affolante, impressionnante. Vous avez des femmes qui envoient à Staline les chaussons de leur bébé mort, enfin les choses auxquelles elles tiennent le plus. Et vous avez des vitrines et des vitrines et des vitrines. Il y a cette religion. Il n'y a pas d'autre terme à employer. Les femmes, les jeunes, les vieux, les mères, tous et toutes acclament le nom de Staline, synonyme de vaillance et de bonté, d'amour et de paix. Les mineurs de Billy-Montigny ont offert à Staline une lampe sur laquelle sont gravées ces lignes. Cher camarade Staline, à l'occasion de ton 70e anniversaire, les mineurs et similaires de Billy-Montigny font le serment de ne jamais permettre que l'on attaque leurs frères de l'Union soviétique. Oui, de tout notre cœur, nous proclamons notre amour ardent pour Staline et nous l'assurons de notre confiance inébranlable.
reprise, la parole est donnée à une femme encore jeune, de petite taille, qui s'exprime en allemand. Elle fut membre du Parti communiste allemand. Kravchenko had carefully prepared his witnesses for the trial, even to the extent of the order. He saved for last a very singular witness, Margarita Buber-Neumann. Now, if the French communists disbelieved the displaced persons and could claim that they were collaborators with the Nazis, they could not make this claim against Margarita Neumann because she was the wife of a foreign communist, Heinz Neumann, very prominent figure in the Comintern, who had helped to enforce Stalin's policy of bringing all the foreign communist parties under the control of Moscow. Значит, после того, как арестовали ее мужа, это было летом 1937 года, она практически несколько месяцев, почти целый год, ждала собственного ареста. Представьте себе человека, да, который ходит по московским тюрьмам и ищет, где может быть ее муж. При том, как она переживала до чистки, до того, все-таки это были номенклатурные работники. И Гайнц Нойман, и его жена Маргарет, они жили в отеле «Люкс». В общем-то, они не нуждались. Как только муж арестован, она оказывается на самом дне общества. То есть ей приходится продавать свои вещи для того, чтобы как-то жить. Она практически не может найти работу, и она живет ожиданием ареста. Потом сам арест. Она описывает подробно страшные условия заключения, то есть следственного изолятора, потому что вот находиться в этих маленьких комнатушках, камерах, где люди не могли лечь, сидеть даже не могли, иногда приходилось стоять. Это был просто кошмар и ужас. И многие, я подчеркиваю, подписывали признание для того, чтобы поскорее закончилось это ужасное следствие. Да, в следственном изоляторе была самая тяжелая жизнь. Потому что многие хотели уехать в лагерь. Как бы там страшно не было на Колыме или в Казахстане. J'ai vu le camp. Il était 2 fois grand comme le Danemark, dit-elle. J'habitais dans une hutte d'argile. On pouvait toucher le plafond rien qu'en levant la main. Et cette hutte était habitée par des millions de puces et de punaises. Arrive janvier 1940. D'après le pacte germano-soviétique, les soviets doivent rendre à l'Allemagne tous les citoyens allemands se trouvant sur leur territoire. On vient la chercher. Et avec d'autres femmes, elle se retrouve dans un point de transit. Elle reçoit des habits neufs, on lui donne un bon repas. Un coiffeur vient même lui refaire une beauté. Après cela, 30 personnes sont installées dans un wagon. Le train s'ébranle. Ils n'arrivent pas à croire qu'ils vont en Allemagne. Chacun d'eux y sera arrêté. À la frontière, ils découvrent les premiers SS. En vérifiant les noms sur une liste, on lui dit « C'est impossible que vous soyez ici comme la femme de Neumann. Vous êtes un agent du Comintern. » Elle est immédiatement envoyée à Ravensbrück, où elle reste détenue jusqu'en avril 1945. Maître Nordmann, quand les Russes vous ont libéré, vous avez dû leur être reconnaissante. À vrai dire, quand ils étaient déjà tout prêts, je me suis évadée. И в этом плане то, что один лагерь сменил другой лагерь, это, на мой взгляд, просто символ эпохи. Вот эта женщина олицетворяла собой вот эту катастрофу, тоталитарную катастрофу, в которую попала Европа, по крайней мере, в середине 20 века. И вот то, что она была на суде, то, что она высказывалась в пользу Кравченко, конечно, это для него было, наверное, максимальной поддержкой. J'ai complètement cru ce que disait Marguerite Buber-Neumann. Je ne l'ai pas complètement cru pour les autres. Il y en avait certainement qui disaient des vérités, hein, mais je me disais,
des choses dans le genre de on les a poussés, on leur a promis quelque chose, on les a payés. D'abord, pour moi, les témoins pro-Kravchenko, les Russes et ceux des démocraties populaires, ils étaient achetés. Marguerite Buber-Neumann, personne ne pouvait dire qu'on pouvait acheter cette femme-là. Et elle avait traversé 2 enfers, et elle vous prenait littéralement le cœur parce qu'elle parlait avec une absolue simplicité. Il n'y avait aucun pathos. Elle évoquait les choses les plus terribles d'un ton très personnel, très intime, très convaincu et sans exagération. Et on ne pouvait pas ne pas la croire. Vraiment. Elle m'a posé un problème. Nous avons vu cette femme qui nous a beaucoup impressionnés par son attitude, sa noblesse, par la vérité de son récit. Et alors, je dois dire que on avait beau essayer de chercher des raisons qui pouvaient non pas justifier, mais expliquer ce fait de livrer des communistes allemands à Hitler par Staline, je dois dire que c'est une sorte de brèche dans notre conviction qui ne s'est jamais refermée, mais elle ne s'est pas élargie non plus. Je veux dire que par là, on a fini par colmater et réduire cette chose-là, au lieu que, dans notre esprit, elle fasse sauter la baraque. J'ai été voir le membre du bureau politique chargé des intellectuels, et je lui ai fait part de mes doutes. Il m'a dit, bon, écoute, admettons, c'est pas moi, c'est toi qui parles, admettons qu'il y ait eu une erreur judiciaire ou n'y en a-t-il pas. Tu mets ça dans un plateau de la balance, dans l'autre tu mets l'avenir du prolétariat international et tu choisis. Voilà. Alors, si vous voulez, Marguerite Buber-Neumann, j'étais sûr qu'elle disait vrai, et je me suis dit, oui, c'est évidemment une erreur. Le système de fond, c'est ce que j'ai appelé le négationnisme communiste. C'est-à-dire que, depuis les années 30 au moins, depuis les procès de Moscou, et tout le reste, il est entendu, du point de vue communiste et du point de vue des sympathisants, que l'URSS est intouchable. Que ce qu'elle fait, c'est pour le bien de l'humanité. Que si elle condamne à mort d'anciens communistes, c'est parce qu'ils ont trahi. Vous avez tout un système, dans lequel moi je me suis formé comme adolescent, mais qu'ont vécu, du moins des gens comme Joliot-Curie et d'autres, qui est qu'il y a toujours eu des attaques pour déconsidérer l'Union soviétique. Or, elle est le phare du progrès. Bon, ceci a surmonté tout le pacte germano-soviétique, tout ce qui s'est passé entre 1939 et 1941, pour vraiment faire de l'Union soviétique le phare de l'humanité. L'engagement dans le communisme, c'était bien sûr un acte de foi dans l'avenir, mais c'était aussi une passion. C'était c'était une histoire d'amour. Une histoire d'amour avec ce mouvement qui allait changer le monde. On voulait que le monde change, on nous offrait un mouvement qui allait changer le monde, et on l'a aimé, mais comme le croyant aime son Dieu. C'est très curieux, parce que d'autre part, on était très strict sur le rationalisme. Il fallait surtout pas être bêtement sentimental. Et on l'était. Mardi 1er mars. Le manuscrit du livre « J'ai choisi la liberté » apparut sur la table du greffier. La salle est remplie comme aux jours les plus graves. On retrouve dans le public des ambassadeurs étrangers, des écrivains français, parmi lesquels Jean-Paul Sartre, Arthur Koestler, Simone de Beauvoir, Elsa Triolet et d'autres célébrités. Président. Monsieur Kravchenko n'était pas obligé de présenter son manuscrit au tribunal. Il l'a fait de lui-même. Kravchenko. Après avoir étudié le manuscrit russe de mon livre, les éditions Scribner ont décidé de le publier. J'ai reçu une avance, j'ai signé un contrat.
j'ai pu disposer d'un nouveau traducteur ainsi que d'un rédacteur, c'est-à-dire quelqu'un qui corrigeait le traducteur. Quand le livre a été traduit jusqu'au bout, je me suis adressé à une autre personne qui me l'a retraduit oralement en russe, pour que je sache à quel point la traduction américaine était fidèle. Quant au traducteur et au rédacteur, je ne veux pas les nommer. Wurmser, ah ah! Nordman, l'avance que vous avez reçue était destinée à vous et à votre traducteur? Kravchenko garde le silence. Nordman, pour les deux co-auteurs? Kravchenko hausse les épaules. The question is whether he wrote his book is a ridiculous one if you can see the manuscripts. He did not, but it was a natural one because it was clear that his English was bad. He was so methodical that he made sure that nothing was in the book that he didn't want in the book. However, the great style of the book was all Eugene Lyons. He did not have the literary talent of Eugene Lyons. Peut-être qu'à l'époque, en effet, je pensais qu'il y avait des épisodes romancés, mais si vous voulez, je ne mettais pas en doute le fond du livre. Voilà. Et peut-être que mon cas est encore plus grave, parce que le naïf, lui, il pensait que c'était une machine de guerre. Moi, je ne le mettais pas en doute, mais j'avais une armature idéologique qui me disait que bien que ce soit vrai, eh bien, il faut passer ça dans les pertes et profits. Même, disons, Margaret Buber-Neumann, finalement, je l'ai mis dans les pertes et profits. Voilà. C'est tragique. Le lundi 4 avril était un jour venteux, presque chaud. Le printemps était arrivé sur Paris pendant ces 2 semaines de suspension. Les journalistes, les photographes, les avocats, les gendarmes, le public, tout le monde se bousculait à qui mieux mieux. Quand à 13h15, Kravchenko apparut, en compagnie de ses avocats, une pâleur frappante sur le visage. Dans un silence tendu, entrèrent d'un pas vif le président Durkheim, les 2 juges et le greffier. Celui-ci déclara sur le champ qu'on allait donner lecture du jugement pour l'affaire Kravchenko. Le président, attendu que Kravchenko... Du point de vue politique, je ne crois pas que ce soit une victoire. Mais du point de vue moral et du point de vue de la connaissance du communisme soviétique, c'est indiscutablement une brèche qui est ouverte. C'est une victoire en ce sens. On pourrait dire que le procès Kravchenko, c'est le canevas de l'archipel du Goulag, qui ne sera publié évidemment que bien plus tard, en 1974, en France. Mais et à ce moment-là, alors ça sera un succès énorme et définitivement, l'Union soviétique perd sa légitimité socialiste et morale. Ça, c'est évident. Mais ça, c'est Solzhenitsyn. Ça, c'est la grande victoire. Kravchenko écrira un livre sur son procès, « J'ai choisi la justice ». Le livre se vendra mal. L'homme qui avait nargué Moscou se lancera dans la prospection minière en Amérique latine sans plus de succès. À mesure que ses projets s'effondrent, sa santé se dégrade. En 1966, il est trouvé mort dans une chambre de l'Hôtel Plaza à New York. Une balle dans la tête.